Donc, bienvenue tout le monde. Deuxième épisode d'une série de 2 épisodes avec 2 acteurs assez connus de la sphère volleyball. Donc, je suis très content de vous accueillir, Monsieur Gilles Lépine. On se rencontre à l'instant, donc je Ouais. vous laisserai peut-être vous présenter plus à moi, parce que j'imagine que les gens qui vont écouter, il y en a beaucoup qui vous connaîtront déjà. J'espère qu'il n'y a pas trop d'ennemis. Bonjour. Vraiment content d'être là avec toi. Vraiment, je te félicite. Félicite toi et ton équipe parce que c'est du travail d'équipe comme en sport pour ce que tu fais présentement. Puis il faut se lancer. Et bravo. Puis en Merci. plus, tu viens de parler de sport et d'éducation. Alors ça, moi, ça me va très bien parce que le volleyball est très associé avec le milieu éducatif. Alors, mon nom est Gilles Lépine, maniaque de volleyball depuis longtemps, depuis presque 55 ans maintenant. Et j'ai été directeur du programme OGA, j'ai été directeur du sport étudiant de la Grande Région de Québec, la RSEQ, entraîneur, inventeur du mini-volleyball. J'ai été aussi directeur des sports à l'Université de Vancouver, pour les Thunderbirds, pendant 3 ans. Et après ça, je suis revenu ici à Québec, où j'ai été directeur de la philanthropie et tout. Mais maintenant, je suis impliqué comme bénévole avec des gens comme Émile, que j'apprécie énormément, qui est donc au club de volleyball Rouge-et-Or. Et j'ai été l'instigateur du fameux gros tournoi Norseca qu'on a eu ici. Ouais. Et là, je suis l'instigateur de la VNL. Et des gens aussi fous que moi, que Émile, a embarqué tout de suite avec moi dans ce beau périple-là. Puis je suis vraiment content d'exposer ça. Puis ça vient peut-être du fait que je me suis retrouvé dans ma vie parallèle à être analyste des Jeux olympiques, et donc impliqué. Ça m'a amené un peu partout à des endroits dans le monde. Puis je voulais faire vivre le mouvement olympique ici dans la région. C'est ça qui m'a motivé. Bien, c'est pour ça qu'on se retrouve là, effectivement. Justement, à un certain point, comment vous faites pour avoir la motivation d'enchaîner les projets, puis tu sais, ça fait depuis toujours que vous êtes dans le monde du volleyball, mais comment vous faites pour tout le temps avoir un nouveau projet, vous impliquer dans ci, dans ça, créer des ligues, des événements, tu sais, c'est quoi qui vous motive là-dedans? C'est bon, ta question est excellente. J'avais une discussion justement avec ma fille qui est un peu dans le même tempérament que moi. Et depuis que je suis tout jeune, j'aime organiser des choses. OK? J'étais à l'école secondaire, j'organisais des événements, je jouais au collégial, j'organisais des compétitions entre les équipes, comme par exemple l'équipe de badminton du cégep joue contre l'équipe de basketball du cégep, mais au volleyball. En tout cas, bref, tu vois, je suis toujours là-dedans. J'ai été président de l'Association des étudiants d'éducation physique. On organisait des activités sportives, on organisait des parties, etc. Donc, j'ai toujours aimé faire ça. Puis c'est des projets. Et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'ai donné pendant 8 ans de temps le cours Organisation d'événements sportifs. OK. Donc, j'étais Ici à l'Université ici à Laval? l'Université Laval, au département des... C'est un cours que j'aurais bien aimé ici. Alors, j'ai énormément de plaisir. Je me suis même retrouvé à donner cette même formation-là 5 fois d'affilée au Maroc, à OK. Casablanca. Donc, tout ça pour te dire que j'aime organiser ça, j'aime les projets. Pour moi, ça devient un défi entrepreneurial de le faire parce qu'il faut monter une équipe, il y a des risques financiers, il faut être solide, il faut faire du média, il faut faire du marketing, il faut faire de la communication. Alors tout ça, j'aime ça, je baigne là-dedans, mais j'aime ce que ça redonne et ma profitabilité, c'est de voir des gens qui vivent une émotion incroyable, particulièrement les jeunes. Et quand je vois les yeux des jeunes s'allumer et qui ont envie, peu importe le sport, dans ce cas-ci, c'est le volleyball, mais comme directeur du Rouge et Or ou des Thunderbirds, on a organisé plein d'événements. Et de voir les gens s'emballer, de stimuler. Puis ce que je leur vends, c'est de la santé. Ouais. Pas de la maladie, de la santé. Parce que la différence d'un pavillon de la médecine puis le pavillon de l'éducation physique ici, c'est qu'un vend de la santé, puis l'autre s'occupe de la maladie. Alors ici, on vend ça. Donc, de promouvoir ça, ça a toujours été pour moi un plaisir. Puis de voir les jeunes s'illuminer, avoir le goût, comme moi quand j'étais jeune comme eux autres. Puis une espèce de... C'est à mon tour de redonner aussi. J'ai eu la chance de vivre les Olympiques, d'être à des événements internationaux, de me retrouver à plein d'événements comme ça, d'être chef de mission pour les Jeux universitaires, à Taipei, en Italie. Mais tout ça me permet maintenant de dire, c'est à mon tour de peut-être amener ça aux gens de Québec. Est-ce que c'est possible pour moi de leur faire vivre quelque chose qui est de l'envergure quasi olympique? Puis dans le cas du volleyball, je prends le maximum. C'est pour ça que ça me stimule énormément. Et les retours de ça font que, dans ce cas-ci, par exemple, le club de volleyball Rouge et Or va en avoir beaucoup de retours parce que ça va être positif comme événement en termes financiers et tout. On y gagne tout le monde. On y gagne tout le monde. On rend des gens plus actifs. Il y aura peut-être moins de médicaments. Il y a peut-être des gens qui vont vivre un peu plus longtemps. Puis il y a des gens qui vont peut-être encore vivre plus heureux. Puis peut-être que, comme moi, vont pouvoir jouer jusqu'à un âge très vénérable. Est-ce que vous diriez justement que justement vous avez peut-être préféré ou pas préféré parce que c'est 2 choses très différentes, mais que vous êtes senti plus accompli dans tous ces rôles-là différents que vous avez fait plutôt que votre carrière de joueur? Parce que je sais bien que ça, c'est un endroit qui est très familier pour vous. Vous avez porté les couleurs du Rouge et Or. Fait que c'est quoi les différences entre
votre temps que vous associez au moment où vous jouiez, où vous avez coaché, puis plus un rôle d'ambassadeur ou de... Oui, là aussi, ta question, je la trouve embêtante dans le bon sens. C'est-à-dire que, un est un plaisir individuel. Ouais, Puis je pense que, en tout cas, dans mon cas, je ne sais pas pour les autres, j'ai un équilibre là-dedans. Un, je me fais vraiment plaisir. Tu vois, on se parle, puis encore une heure, je suis en train de jouer 2 pieds dans le sable au volleyball de plage, tu comprends? Puis je joue encore dans les ligues l'hiver, puis le volleyball de plage l'été. Donc ça, c'est mon plaisir personnel, très égoïste, de façon sympathique, là. Tandis que quand j'étais directeur du sport étudiant ou du Rouge, organiser des choses pour que les athlètes soient dans les meilleures conditions possibles me faisait plaisir. Puis organiser des événements à grand déploiement, là aussi, tout ça est un plaisir égoïste. Dans le fond, ce que moi, j'aimerais voir de ces grands événements-là. c'est une récompense pour vous. Exactement. Au final. Dans le fond, ça me fait plaisir que ce que j'aime faire fait plaisir à d'autres personnes. Ouais. Alors, c'est toutes des facettes, je pense, qui sont très complémentaires pour moi. Ça tourne toujours à peu près autour du sport et de la santé. Puis, Ça en j'y dit long trouve sur vous, en tout cas, je pense. mais j'y trouve mon compte là-dedans. Tu sais, j'ai même été porte-parole des saines habitudes de vie dans la région de Québec ou de la lutte au tabac. Ouais. Ça va en lien avec ce que je ressens, avec mon ADN. On va en parler de ça plus tard. J'ai des questions croustillantes Oui. pour vous Alors, là-dessus. tout ça pour dire que je crois sincèrement, puis c'est mon plaisir personnel de faire plaisir aux gens, mais leur faire découvrir des choses que moi, j'ai peut-être eu la chance de voir comme spectateur privilégié, puis j'ai la chance de l'amener ici. Et là, on va élever une génération de jeunes que pour eux autres, ces matchs-là de niveau olympique ou ces athlètes-là, go-filles, wow, on réalise. Puis le transfert se fait pour d'autres sports après, mais dans ce cas-ci, moi, c'est le volleyball dans lequel je peux les amener pour de bien belles raisons de comment j'apprécie ce sport-là. Alors, j'espère que je te réponds à ta question en disant que pour moi, c'est très complémentaire. C'est toutes les facettes d'une même personnalité. Où pour le plaisir, j'aime frapper dans le ballon. Pour le plaisir, j'aime organiser la patente. Là. Puis j'y trouve mon compte. Ça me fait un équilibre pour moi. Ben, c'est bien de voir que vous n'avez pas nécessairement une préférence entre l'un des trois, puis que vous trouvez votre compte dans les trois, comme vous dites. Quand M. Lapierre m'a introduit à vous, si on veut, en recherchant, ben là, j'ai vu que vous étiez l'instigateur de l'avenue de la VNL, dont vous portez la marchandise en ce moment. Je pense que c'est un bon moment, une belle plateforme pour parler aux gens de l'avenue de la VNL à quelques semaines à peine du tournoi. Donc, je vous laisse la parole là, par rapport à ça. Ça va même m'apprendre des choses aussi, j'y serai sûrement, mais... Ben, écoute, tout ça vient, comme on vient d'exprimer, sur un aspect intéressant d'exposer le niveau supérieur international du volleyball aux gens. Ici au Québec. Bon, exact. Puis, lorsqu'on a tenu, c'était un projet un peu fou, celui du Nord-Séquoia, du championnat de la Confédération, donc Nord-Est, pas Nord-Est, mais Nord d'Amérique du Nord, et les Antilles et tout. On a fait ce gros événement-là, on avait 7 équipes féminines, ici même, sur le plancher où on se parle, toi et moi. Et ça crée une lettre de noblesse. On savait déjà que la région de Québec était très intéressante, avec un beau château fort pour le volleyball, etc. Mais ça a augmenté encore plus l'intérêt de Volleyball Canada. Vous êtes mis sur la map, là, si on veut, exactement. Puis il y a 1 an et demi, sachant ce qu'on a fait ici, puis sachant les grands succès qu'on a au Rouge et Or, parce que là aussi, l'implication des gens comme Émile et moi et d'autres du conseil d'administration fait que la population, des fois, on remplit jusqu'à 3000 personnes ici, quelques fois par année. Donc, on n'a pas ça ailleurs au Canada, là. On est unique. Alors, tout ça pour te dire que les gens de Volleyball Canada m'ont appelé il y a maintenant presque 18 mois de ça. Et puis, fin décembre. Et on me dit, Gilles, écoute, de façon confidentielle, la Fédération internationale aimerait faire partir la Ligue, donc la VNL, dans les mêmes pays, gars et filles. Puis avant, il y avait juste les gars à Ottawa. Puis là, on aurait une offre pour faire gars et filles au Canada, gars et filles au Brésil, puis gars et filles en Chine. Puis nous, on recherche une ville qui pourrait recueillir. Alors, il y avait d'autres villes au Canada qui avaient suscité leur intérêt. Alors, j'ai sauté sur l'occasion en disant, écoutez, c'est un peu mon rêve de pouvoir faire ça. J'arrêtais pas. Mais on me dit, ça prend 5000 places, par exemple. Alors, je ne pouvais pas le faire ici. On a 3200 à peu près. Donc, il fallait que je trouve un endroit à Québec qui peut recevoir 5000. J'ai tout de suite pensé au pavillon de la jeunesse. J'ai appelé M. Marois, très gentil, le responsable. Puis Nicolas m'a dit, Gilles, malheureusement, c'est à 25 pieds de haut. Il faut 40 pieds de haut. Il n'y a pas grand plusieurs gymnase. différents. 5000 personnes, puis 40 pieds de haut. Il n'y a pas grand place. Ici, ça l'est, 40 c'est pieds de haut. exactement. Donc, on est de hauteur. Il y avait avec Gilles D'Ambroise, l'ancien directeur, et moi, lorsque j'étais impliqué pour qu'on puisse construire ça, c'était essentiel sur recevoir des événements internationaux. Ce qui a été fait d'ailleurs. Alors, on me dit, il me dit, il ne peut pas, c'est trop bas.
Mais as-tu pensé au centre Vidéotron? Là, je suis parti à rire en me claquant presque sur la cuisse. Le centre Vidéotron, là, Ouais. c'était un peu gros pour C'est moi. d'autres ligues, là. Puis c'est là qu'il me dit, ben non, va avec Mme Dominique Goulet, la responsable de programmation. Alors, j'y parle, etc. Elle dit, oui, M. Lépine, ben bon, elle pense qu'elle me trouve correct puis sérieux. Ben, elle dit, oui, ça pourrait être libre dans le mois de juin, là, où vous regardez ça. Puis, mais là, moi, je fais, oh, là, le prix va coûter une fortune. Mais elle me dit, on a une entente avec la ville qui a des journées communautaires où la ville contribue à aider le développement social. Donc, ils le font, OK. par exemple, avec le tournoi d'entrée publique, Ouais. et ils paient une bonne portion de la location. Puis, ils ont une OK. banque de ça, puis si vous faites la demande. Alors, j'ai écrit une demande à l'exécutif de la ville, et l'exécutif de la ville ont décidé d'accepter 8 jours parce qu'il faut montage, démontage et tout et tout. Donc, j'avais en main la ville qui allait aider à payer la location du centre Vidéotron et il était libre. Alors, j'ai ça. On a ce qu'on a fait au Norseca, qui est un gros atout. Puis là, il restait aussi s'assurer des subventions gouvernementales. Alors, j'ai appelé, j'avais de bons contacts, j'ai des gens que j'ai connus au fil du temps au gouvernement du Québec. On dit, écoutez, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une subvention intéressante? Parce qu'on parle de quelques centaines de milliers de dollars, là, Ouais. parce qu'il fallait avoir ça aussi comme priorité. Alors, j'ai appelé mon contact qui m'a dit, écoute, je ne peux pas te jurer de rien, mais oui, vous pourriez satisfaire aux critères pour avoir ce que tu me demandes. 4 fois plus que ce que j'ai eu au Norseca. OK. Alors là, ben, je peux appeler Volleyball Canada en disant, oubliez les autres. On a le succès du Norseca, C'est nous qui j'ai le fait. centre Vidéotron, puis j'ai la subvention gouvernementale tout à fait pour couvrir ça. Alors, ils ont comme trouvé ça fort intéressant. Et comme on s'y attendait, puis ils savaient aussi, en visitant le centre Vidéotron, ben, c'est extraordinaire On ce tombait qu'on sur le a char, là. ouais. Ben oui. Puis en plus, ils font un site d'entraînement, idéalement avec 40 pieds de haut, ici. Alors, donc, tout était parfait. Puis la volonté régionale de le faire. Puis on avait l'expertise qu'on a développée encore plus avec le Rouge et Or, avec le Norseca. Donc, on avait tous les acteurs qu'il fallait pour le faire, en le mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'il fallait composer un comité organisateur local. Donc, j'en suis le président, puis Émile le vice-président, mais plusieurs personnes qui tournent autour du Rouge et Or, encore une fois, c'est dans la même famille. J'ai juste une petite question. Donc, dans le fond, vous avez dit que là, à l'avenue de la VNL, ce sera non seulement masculin, mais féminin aussi. L'année prochaine, on aura féminin parce que là, on échange avec Ottawa. Donc, c'est le Canada qui reçoit. Le Canada, le Brésil et la Chine reçoivent les 2 premières compétitions. La première compétition filles, la première compétition masculine. OK. Alors, c'est la façon dont c'est fait la VNL, c'est que c'est divisé, c'est les 18 meilleures équipes au monde. Ouais. Il y a 220 nations, Ouais. plus que l'ONU. Même plus, C'est peut-être. ça. Qui sont. Ah non, il y en a OK, qui sont enregistrés. Parce que j'ai ouais. enregistré à la Fédération. Puis il y en a 18. Les 18 meilleurs selon les classements, comme au tennis, là, les points qu'on a Ouais. ramassés. Puis les 18, ils divisent en 3 groupes de 6. OK. Alors, les 3 groupes de 6. Alors, 6 à Rio, 6 à Pékin, puis 6 à Québec. Wow. Alors, puis Ottawa reçoit chez les filles. Même concept, ils retournent à Rio, encore en Chine et à Ottawa. Alors, c'est le même qu'on s'est retrouvés là. On se retrouve avec des villes quand même impressionnantes. Et donc, puis l'année prochaine, bien, ça va être inverse, parce que là, encore une fois, que ce soit Volleyball Canada, Volleyball World ou le Centre Vidéotron, on dit, si ça va bien, Gilles, mais là, ça va tellement bien qu'on est garanti pour les 3 prochaines années. Donc, on recevrait les filles, puis l'année suivante, 2026, on recevrait les hommes encore. Wow. Alors, c'est beau, ça. Je vais être Parce très que- satisfait de. Ah, énormément, parce que là, les gens, les spectateurs, les fans vont savoir que ça arrive. Nous, on va prendre encore plus de facilité et d'expérience. Les équipes savent à quoi s'attendre, etc., etc. Les commanditaires sont plus faciles à les chercher parce qu'on Pour est vous fait aussi, pour ça eux. va être plus facile d'organiser Absolument. pour les prochaines années. Ah ouais, parce que l'expression consacrée, là, on construit l'avion en plein vol, on le fait, là, à certains Ouais. moments. C'est ça, on a une responsabilité. Alors, tout ça pour dire que et la chimie est excellente avec Volleyball Canada. Les gens ici du PEP, ça va extrêmement bien. Les gens, les bénévoles du Rouge et Or, tout le monde, et les gens du Centre Vidéotron. Alors, on a vraiment une belle chimie. Puis, on fait des choses que je suis impressionné, puis les gens vont l'être beaucoup. Pour ceux là, qui vont justement s'intéresser au tournoi, est-ce que vous pouvez nous nommer les équipes qui sont Absolument. présentes ici à Québec? La beauté de la chose, c'est qu'il y a 5 des 6 équipes ou des 5 des 6 nations qui sont là, qui étaient aux Jeux olympiques. OK, donc des équipes très compétitives. Puis justement, est-ce que les équipes sont composées de gens qui Exact. performent au plus haut niveau de volleyball? Il faut que je mette la nuance du fait que, compte tenu que c'est la première fin de semaine, puis qu'on est en première année d'un cycle olympique, Ouais. les équipes, comme dans tout ce qu'ils font à chaque fois, vont faire jouer de nouveaux joueurs. OK. Qui sont Pour quand faire même pas des pieds de tests, céleri. Non, c'est Alors, ça. un peu d'anciens puis un peu de nouveaux.
Alors ça, on va voir ça. On va voir certains joueurs qui étaient justement aux Jeux olympiques et les nouveaux, la nouvelle vague, parce qu'eux autres, ils sont en train de se préparer pour les Jeux de Los Angeles. Ouais. Alors, des gens qu'on va voir ici, il y a forte chance que plusieurs d'entre eux vont se retrouver sur l'équipe nationale pour les Jeux de 2028. Alors, c'est ça, c'est un mélange d'expérience et de jeunesse qu'on va avoir. Puis, en plus, bien, chaque match compte parce que c'est ça qui ramasse des points et qui fait que quand vous cumulez suffisamment de points, vous montez. Parce que l'équipe qui va se retrouver dernière dans les 18e à la fin de cette Ligue mondiale, de cette Ligue des Nations, bien, à la toute fin, l'équipe 18 est tassée, puis la prochaine rentre, parce qu'il y a plein de monde qui cogne la porte. Alors, pour ça qu'on ne laissera pas aller des matchs, même si on est avec des jeunes et des nouveaux, tous les matchs sont importants. Non, puis les jeunes, je pense que d'autant plus c'est important pour eux si eux, ils veulent faire leur place. Exactement. Alors, les jeunes loups vont mettre le paquet. Je pense pas qu'ils vont prendre ça à la légère. Non, aucun match va être fait à la légère. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, on a le Canada, bien entendu, puis ça, c'est spectaculaire. On a la France, qui est quand même champion olympique 2 fois. Oui, puis Et une bonne rivalité avec le Canada. Oui, clairement. Puis en plus, la France a gagné la VNL l'an passé. OK. On a l'Italie. Alors, on parle de 2 équipes qui sont dans le top 4 au monde, 2 nations qui sont au top 4 au monde. On va additionner l'Argentine, qui sont spectaculaires, l'Allemagne, qui était aussi aux Jeux olympiques. Et on a, bien entendu, puis eux autres, on a un petit quelque chose de spécial avec eux autres, c'est la Bulgarie. OK. La Bulgarie peut nous paraître de loin, mais tous les pays de l'Europe de l'Est sont très, très forts. Mais il y a un nom que les gens vont retenir, il va fort probablement être là, qui s'appelle Nikolov, le jeune homme. Nicolas. Il y en a 2, oui. Nikolov, il y en a 2. Son frère Alex, puis lui, Simeon, qui s'appelle Moni. Alors lui, ce jeune homme-là, l'an passé, avait 17 ans, puis était passeur pour l'équipe nationale de la Bulgarie, là, OK, wow. qui est quand même des 18 meilleurs au monde. Là. Ouais, c'est ça. Bon, je dis ce jeune, je n'ai pas dit petit, 6 pieds et 10 pouces. Alors, il joue présentement, il a joué toute la dernière année à l'université, dans la NCAA américaine, donc le sport universitaire américain, puis il jouait pour Long Beach. Eh bien, à 6 pieds 10, passeur, il est en train de réinventer des choses, il est créatif, ça se peut pas. Il a été nommé recrue de l'année NCAA, puis il a été nommé joueur par excellence de NCAA, puis il a gagné le championnat contre les fameux UCLA en finale. Et à 18 ans seulement, imaginez déjà comment il y a un CV garni comme ça. L'an passé, il a fini en termes de statistiques 3e meilleur passeur au monde à 17 ans. Puis là, les gens auront potentiellement Normalement, lui devrait être là, normalement. Okay. Alors, ça, parce que les équipes ne trahissent pas tout leur jeu. Hein. Ils disent, voilà les 20 quelques joueurs que nous avons, puis ils vont en amener 14. Alors, c'est pour ça qu'ils gardent leurs cartes bien cachées. Mais compte tenu que la Bulgarie est en cheminement, j'ai l'impression qu'ils vont amener leur canon et donc lui. Alors, vous voyez ce jeune-là, puis présentement, au niveau... je dirais au niveau des jeunes adolescents, là, moi je coachais encore cette année, là, mais mes jeunes de secondaire 3 connaissaient tous Nikolov. OK. Parce que c'est comme une vedette en devenir. Alors tout ça pour dire que non seulement on a des équipes de très haut calibre, on va voir les jeunes loups, comment ça se présente pour les Jeux de Los Angeles. On va voir un montage incroyable. Là. Imaginez qu'il va y avoir 12 caméras partout là, au plafond et tout. Là, ça coûte une fortune. Pas de juge de ligne. Comme au tennis, on va voir sur l'écran si la balle est à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, il n'y aura pas d'arbitre? 2 arbitres, mais pas de juge de ligne. OK. Parce qu'il y a tout le système caméra qui va nous décider, puis les équipes peuvent faire ce qu'ils appellent un challenge, ils peuvent donc défier, donc on remet en question la décision, et là, quand l'équipe fait C pour challenge, bien, on revoit ça, puis on va voir sur l'écran, comme au tennis, si le ballon a touché ou pas à la ligne. Puis en plus, les écrans LED tout le tour du terrain, ceux du centre Vidéotron, le gros écran pour les reprises. Alors, les gens vont avoir un spectacle incroyable. Puis ça, c'est parce que justement, j'imagine que ça va être télédiffusé. Oui. Pour les gens, par exemple, qui vont nous écouter, Ouais. qui n'auront pas la chance de venir à Québec ou qui sont d'ailleurs dans la province. Ça. Exact. La Fédération internationale a créé un groupe qui s'appelle Volleyball World. Et Volleyball World, sa mission, c'est redonner presque 80% de ses profits à la Fédération internationale. Et Volleyball World, donc, a tout le droit de choisir les villes qu'ils veulent prendre, dans ce cas-ci, Québec. Et eux, leur principal produit, c'est de vendre de la web diffusion. Okay. Alors, les gens, comme maniaques comme moi, qui payent avec plaisir, mais je peux voir tous les matchs de la Ligue de la VNL ou les matchs de volleyball de plage. Et ça, mais c'est à coût de millions de personnes. Et dans certains matchs, ils ont jusqu'à 10 millions de personnes qui voient le match en même temps. Donc, ça, c'est partout dans le monde. Et ce qui est intéressant, puis j'espère que vous ne me trouverez pas trop sévère, mais quand on expose le hockey sur place, c'est les pays au nord qui le voient. Hein? L'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, ils ne regardent pas beaucoup le hockey. Nous, on est maniaques, mais le reste... Mais là, on va exposer la ville de Québec à l'ensemble de la planète. Puis ça, c'est intéressant. Très intéressant. Très intéressant même. Par surcroît, on a CBC qui sont là, qui vont en parler. On a aussi Radio-Canada, parce que j'avais demandé qu'on scinde les droits français et anglais.
Et on fait une exception. Il y aura aussi TVA Sport. OK. Alors, on va avoir donc 3 chaînes canadiennes, en plus de la web diffusion mondiale, qui vont diffuser ça. Alors, les gens vont pouvoir le voir. Et si, par exemple, je viens au premier match ou au dernier, je vais pouvoir quand même le suivre à la télévision. Garder les autres, ouais. C'est ça. Alors, on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à avoir ça. Puis, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on ait beaucoup d'émotions et de plaisir. Absolument. Ben, c'est un événement, j'en suis sûr, qui va susciter énormément d'intérêt. D'ailleurs, là, ça m'amène à quelque chose dont je voulais vous parler. Vous disiez au mois d'août l'an dernier que vous espériez voir potentiellement des matchs avec 6-7 000 personnes. Puis là, j'ai lu récemment que vous avez 12 000 billets vendus pour certains matchs. Oui, bien, c'est ça. On va atteindre le 12 000. C'est ça qui était. Parce que le centre Vidéotron, de la façon dont la conception est faite, on parlait de 5 000, on avait la conception avec 5 000. Puis là, si on ouvrait un peu plus les bouts, là, tous les 2 niveaux, les premiers niveaux, on montait jusqu'à 10 000. Okay. Bien, le samedi soir, le 14 août, présentement, tout est vendu dans ces 2 niveaux-là. On a ouvert en haut, puis on est déjà en train de vendre en haut. Donc, présentement, quand on suit les graphiques, là, on va être fort probablement 12 000 et peut-être plus personnes. On n'aura jamais vu ça depuis la fois où j'étais au Forum de Montréal en train de monter le filet, puis qu'il y avait 19 000 personnes pour le match entre le RSS et la Pologne en 1976 aux Olympiques de Montréal. On n'aura pas vu un aussi gros show au Canada de volleyball depuis ce temps-là. Exactement. Alors, c'est extraordinaire. On va voir un moment historique qui va se passer ici. Est-ce que pour vous, tout cet engouement, puis la possibilité d'avoir un événement de telle envergure, ça démontre un peu de la santé, de la pérennité du monde du volleyball en ce moment dans la province de Québec puis au Canada? Absolument. Je pense que chez les filles, ça a toujours été très, très fort. C'est un des sports, si ce n'est pas le sport le plus populaire, collectif, j'entends, chez les femmes au monde. Parce qu'on parle, vous voyez, quand on dit au hockey, on parle de peut-être 10 millions de participants. Bien, au volleyball, on parle de 900 millions. Oui. 222 c'est un sport pays. qui est beaucoup plus accessible, on en Exactement. Parle avec Chez les femmes, mais c'est un sport extrêmement populaire. Vous avez entendu d'ailleurs Émile vous le dire, on va avoir une 3e ligue professionnelle. Ouais. Puis j'ai assisté à des finales, là. Il y avait 18 000 personnes, un stade complet à Omaha, là, puis c'était plein. Puis j'ai assisté à la finale NCAA il y a 2 ans, à Tampa Bay, 20 000 personnes, plein, là. Alors, le volleyball, particulièrement féminin, a progressé énormément. Puis je suis content parce que dans l'ouest du pays, où j'ai eu le plaisir de travailler pendant quelques années à Vancouver, où je regarde ailleurs, ça se développait quand même au côté masculin, mais ici, on a eu des moments un peu plus... baisse dans la courbe un petit peu, reculons de 10-15 ans. Et là, c'est vraiment remonté. C'est vraiment solide. Les cégeps recommencent à avoir des équipes masculines et tout et tout. Et là, le volleyball masculin est tant et si bien que moi, qui ai été directeur général du RSEQ Québec, Chaudière-Appalaches pendant plusieurs années, plus de 25 ans, bien, pour la première fois en probablement 40 ans, bien, c'est le volleyball qui a le plus d'adeptes, tous sports confondus, là. C'est-à-dire d'inscription? Il y a plus de gars et de filles en volleyball qu'il y en a tous les autres sports. OK. Alors, c'est signe que ça va très, très bien. Ouais. Puis des événements comme celui que Stéphane Martin, qui est un des bénévoles avec nous autres, qui organise la classique junior, le Rouge et Or, bien, on le voit, le nombre d'équipes qui n'arrêtent pas de grandir. Quand on rentre 90 équipes, qu'on aura plus 60. Non seulement d'équipes, mais moi, je suis venu assister là, lors du week-end. Puis c'était vraiment l'engouement autour du tournoi aussi qui m'a impressionné. Ah, on n'a pas... C'est incroyable. Puis, témoignage personnel, je viens de passer la dernière fin de semaine à Denver. Oui. Moi, j'ai lu ça. Ouais. Félicitations, d'ailleurs. C'est l'Omnium, c'est les Nationals qui appellent, c'est l'Omnium, c'est l'US Open. Oui. Donc, c'est le party de l'année aux États-Unis. Il y a des équipes du Brésil, d'un peu partout qui viennent. Il y avait une compétition internationale de volleyball assis, là, comme le volleyball paralympique, et 53 terrains de volleyball. 53. Ici, on est sur 53 terrains, puis il y a une portion qui joue le matin, puis un début d'après-midi, puis une autre portion qui joue après. C'est comme si, donc, 50 là, 50 le soir, c'est comme s'il y avait 100 terrains qui roulent, puis sur à peu près une semaine et quelques, parce qu'il y a des compétitions sur 3 jours, 578 équipes. Et ça vient de partout. Puis vous avez gagné, vous avez réussi à gagner. Oui, dans la catégorie, habituellement, j'essaie toujours de faire attention à l'âge, c'est pas qu'on me regarde drôlement, mais il faut que je m'assume aussi. Dans la catégorie 70 ans et plus, et j'ai joué avec des gars qui ont fait les Jeux olympiques, etc., des gars de Vancouver, de Manitoba, on était un de l'Ontario et moi du Québec, j'étais le seul, et des gens aussi de l'Alberta. Et ces gens-là, je les avais connus au fil du temps. Ouais. Puis, effectivement, on a tout gagné ça. Puis moi, je suis revenu comme un enfant avec ma médaille d'or et ma casquette des champions. Félicitations, c'est tout à votre honneur. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seront inspirés par votre parcours. Puis
ce que vous arrivez à accomplir aujourd'hui? Ben, et puis si, c'est exactement, tu sais, comme je te dis, je me gardais une petite gêne parce que les gens me disent, hey, il est vieux le bonhomme, mais d'un autre côté, si ce que je fais peut stimuler d'autres à le faire, ben tant mieux. J'ai encore dans 2 ligues l'hiver, puis je joue au Val-Beach volleyball 3. Si on fait attention à nous autres, si on s'entretient bien, mon père et ma mère ne jouaient pas au volleyball à 70 ans. Ouais. Les choses ont changé, les choses progressent. Puis si ça sert d'exemple, tant mieux. Puis quand je vois des gros événements de même, où je te parlais tantôt de la finale NCAA, où je te parlais de la finale professionnelle chez les filles, bien ça fait juste me craquer pour dire j'aimerais faire des choses comme ça. Puis la VNL, c'est probablement le plus gros qu'on peut amener à part les Jeux olympiques. On n'amènera pas les Jeux olympiques d'été ici à Québec. C'est à peu près dans ce que le plus gros qu'on peut amener en termes de compétition de volleyball. Puis je pense que ça va écarquiller les yeux de bien du monde. Je pense aussi. Puis ce que je pense surtout, c'est qu'on est trois, je suis quand même assez jeune, puis je pense qu'on paierait cher pour être aussi en forme que vous à votre âge actuel. Ben, tant mieux si ça peut stimuler du monde. Puis je pense que l'entraînement, les saines habitudes de vie, puis la détermination, je pense que c'est à la portée de bien du monde. C'est la clé du succès. Ah, je pense que oui. Ouais. Tantôt, vous me parliez de votre parcours un peu à travers les années dans le volleyball, puis qui vous a amené à être analyste aux Jeux olympiques. Oui. Est-ce que vous avez envie de parler un peu de ça, de comment ça s'est fait, puis probablement vous avez des anecdotes, que ce soit aux plus récents Jeux olympiques de 2024 ou d'autres précédents? Ben oui. Écoute, tout ça a commencé quand j'étais, entre autres, au sport étudiant, puis qu'on avait besoin, on télédiffusait à ce moment-là, quelque chose comme les héros du samedi. Puis bon, puis moi j'étais entraîneur ici au Rouge et Or, puis quelqu'un me dit « Hey Gilles, avec ta grande gueule, est-ce que tu ne pourras pas nous aider? On a besoin de quelqu'un pour commenter ce qui se passe. » Ben oui, ça m'a fait plaisir. Et donc, je me suis mis à commenter ça. Et donc, ça fait plaisir. Puis là, ben, mon nom était un peu retenu, si on peut dire. Je dis, ben, il est drôle, lui, on va le garder. Et après ça, ben, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à m'amuser à commenter des matchs de volleyball sur sable, de beach volleyball, etc. Puis là, c'est venu aux oreilles parce que, sans méchanceté, des fois, Québec est loin de Montréal quand ça se passait beaucoup à Montréal. Puis il y a des réalisateurs à Montréal qui ont dit « Il y a un gars qui fait un job pas si pire à Québec. » Puis moi, c'est un passe-temps, là, mais j'adore ça parce que ça me permet encore une fois de diffuser mon sport comme maniaque. Et on m'a appelé à ce moment-là pour une première compétition qui avait lieu à Montréal d'un certain niveau. Puis on dit, hey, c'est intéressant. Puis là, quelqu'un m'a dit, les Jeux s'en viennent. On parle à ce moment-là des Jeux de 96, donc à Atlanta. Puis là, on me dit, ben écoute, est-ce que tu pourrais être. Bon, moi, tout de suite, hein, finissez pas votre question. Moi, je veux y aller. J'aimerais beaucoup ça. Et je me suis retrouvé donc à faire ces Jeux-là. Et de fil en aiguille, Atlanta, puis après ça a été les Jeux en Australie avec Sydney, après ça a été la Grèce, la Chine. Alors ça s'est accumulé comme ça. Puis entre-temps, il y avait des fois des Jeux panaméricains, championnats du monde, mais c'était pas un plan de carrière. C'est juste que j'aimais parler de ce sport-là, puis j'aimais le décrire. Puis l'entraîneur en moi, tu sais, j'ai entraîné ici universitaire, j'ai entraîné collégial, j'ai entraîné scolaire. Donc, j'ai toujours été à la recherche de nouveaux développements, à voir ce qui se passait. Et ça me permettait de... Mon rôle, je crois, est de vulgariser pour monsieur et madame tout le monde ce qui se passe. Puis au dernier jeu, ben, c'est ce qui se passe depuis quelques jeux maintenant. On les fait à partir des studios à Montréal. Ah, OK, donc vous allez on n'est pas sur place. Okay. Surtout que c'était le plus bel espace possible aux Jeux olympiques en dessous de la Tour Eiffel. Ben ouais. Mais non, parce que maintenant, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, quelques sports seulement, comme la natation, l'athlétisme, puis peut-être la gymnastique, étaient sur place. Mais tous les autres sports, on était dans des studios à Montréal. Donc, vous êtes en studio, vous avez le feed devant vous. J'ai la même chose que tout le monde, mais sur un écran de 17 pouces de grand. Okay. Puis eux autres, des fois, ils ont une 55 pouces dans leur maison ou une 60. Puis je leur explique ce qui se passe. Est-ce que c'est pas plus dur ou moins authentique de faire ça quand on n'est pas sur place? C'est plus dur parce que, par exemple, les Jeux d'Atlanta ou les Jeux de la Chine ou la Grèce ou l'Australie, j'étais sur place. Donc, je vis les Jeux. Ouais. Puis moi, je me nourris de tout ça. Je vois une équipe s'entraîner. Tu te tords la cheville comme athlète de l'Italie. Bien, je peux expliquer pourquoi l'athlète a un bandage au pied ou qu'est-ce qui est arrivé. Ou un entraînement que j'ai vu, ils l'ont utilisé de façon différente, etc. Ou je parle aux journalistes, encore une fois, des États-Unis ou des Pays-Bas, puis ils m'expliquent des choses internes que je ne connais pas. Je vais chercher cette information-là. En plus, le match se déroule. Bien, je vois un joueur en train de s'échauffer sur le banc. Ah, il s'explique qu'il y a un changement qui va se faire. Ouais. Alors, je vois ça, ou je vois l'entraîneur sauter dans les airs. Je pense qu'il n'est pas content de ce qui va se passer. Tandis que là, je dois me fier à ce que je vois là, puis plein de notes que j'ai prises, mais je n'ai pas les mêmes ressources. Mais on comprend que pour Radio-Canada ou RDS, peu importe qui le diffuse, ben, ça coûte beaucoup moins cher de faire ça. Puis, est-ce que tu es en direct? Oui, tu es en direct. Est-ce que nous, on est là? Non, mais l'image que vous voyez là est en direct. Alors, donc, moi aussi, par contre, on se laisse surprendre, puis
heureusement, je dirais, comme tous les analystes, mon expérience dans mon domaine précis fait que je suis capable de saisir plein de choses. Donc, j'essaie, moi, de rendre la touche humaine de la chose. C'est-à-dire, tu viens de faire un coup incroyable, peu importe le sport, mais tu viens de faire un coup incroyable. Mais ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est ce que tu viens de faire, c'est pas évident, puis ça demande des années de travail. Ouais. Puis pourquoi c'est si spécial ce que tu viens de faire là? Puis j'essaie donc d'amener ça. Et j'avais une collaboratrice, Evelyne, qui était extraordinaire, avec qui on a fait une belle équipe. Elle était rentrée dans tous les détails de ces gens-là, de leur histoire personnelle, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, on humanisait beaucoup le jeu. Puis en plus, ben, c'est la première fois. Les autres jeux, je faisais intérieur et extérieur. Je faisais volleyball de plage et volleyball en salle. Et là, je n'ai fait que le volleyball de plage, que j'aime aussi tout autant. Ouais. Alors, j'ai pu entrer vraiment dans chacun des disciplines. Puis en plus, nos Canadiennes qui vont en finale, c'était du bonbon. On a eu 1 million en auditoire. Hein? C'était incroyable. C'était le Pour la sport. finale. Pour la finale, ça a été la plus haute cote de tous les sports. Wow. Il n'y a que les cérémonies d'ouverture et de fermeture qui l'ont dépassé. Donc, ça a vraiment été parfait comme spectacle. Puis le volleyball de plage, au départ, pour bien des gens, moi qui est amateur des deux sports, mais pour bien des gens, c'est, voyons, je suis habitué au 6 contre 6, puis là, ils sont deux. Puis... Mais quand on commence à expliquer le jeu du chat et de la souris, puis pourquoi c'est exceptionnel ce qu'ils font, les gens commencent à l'apprécier. Et je pense que c'est mon rôle de, encore une fois, le vulgariser, le rendre accessible, le rendre stimulant, excitant. Puis on comprend que ça fait 4 fois que la fille, elle frappe sur la ligne. Mais là, pourquoi elle va collier diagonale? Puis la contreuse, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et ça, bien, on aime tous ça. Rentrer dans la peau, dans la tête des gens. Et c'est ce que j'essaie de faire. Puis ce sport-là mérite tout ce qui lui arrive, le volleyball de plage. Parce que souvent, là, quand on écoute les Jeux olympiques à la TV, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent parce que c'est les Olympiques, mais sans nécessairement avoir aussi grand intérêt pour le sport. Donc, c'est souvent de la découverte pour les gens. Donc, c'est pour ça que votre travail devient aussi important à ce moment-là. Tu as tellement raison. J'entendais l'entraîneur de plongeon ici, Denis, un gars brillant. Bien, il me disait qu'après les Jeux olympiques, il y avait une augmentation jusqu'à 20 d'inscription pour les clubs de plongeon ou de natation. Donc, la même chose en volleyball. Quand on l'expose, pas pour rien que le hockey, c'est populaire ici, il est tellement, je veux le dire comme je le pense, surexposé parfois. On en met tellement que, waouh, ou le basketball avec la NBA ou le football américain. Donc, ces sports-là qui se retrouvent souvent dans les médias traditionnels et forts, bien, ça suscite l'intérêt des jeunes, etc. Alors, plus on peut exposer un sport, plus il y a des chances que les jeunes aient envie de le pratiquer. Et ça, bien, c'est l'occasion rêvée aux Olympiques de le faire. Puis ça a séduit beaucoup de monde. Puis ailleurs dans le monde, c'est très, très, très populaire. C'est en train de le devenir énormément au Québec et au Canada. C'est drôle parce que cette dite finale que vous avez décrite, je l'ai moi-même écoutée, mais sans sachant que des mois plus tard, on serait assis sur le logo du Rouge et Or en train de discuter volleyball. Fait que c'est quand même assez spécial de vous entendre dire ça, puis c'est un honneur pour moi de pouvoir discuter avec vous. Est-ce que vous avez une anecdote en particulier? Vous en avez sûrement tellement des Jeux olympiques, mais est-ce qu'il y en a une qui est marquante en particulier d'un endroit qui vous a marqué plus qu'un autre? Oui, j'en ai quelques-unes. En termes sportifs, la première médaille de bronze, la première fois que le volleyball est un sport olympique, c'était à Atlanta. OK. John Child et Mark East, deux Canadiens, étaient les Crazy Canucks. On les appelait les Crazy parce qu'ils ramassaient tout, c'était incroyable. Et la formule du tournoi était que, on appelle ça en formule, les gens connaissent ça, ceux qui les tournois, c'est double élimination. C'est-à-dire que tu peux perdre une fois, mais pas deux fois. Okay. Alors, mettons qu'on commence tout le monde. Si tu perds une fois, tu t'en vas du côté des perdants, qu'on appelle le loser bracket. Si tu es gagnant, tu joues un match à la fois. Puis si tu es perdant, il faut que tu joues 2 fois. Okay. Tu joues 2 fois plus de matchs. Et leur premier match, ils perdent contre le Portugal, un match, en tout cas, dans ce temps, c'était le score traditionnel. Puis ils s'étaient fait vraiment bien battre. Puis je connaissais les gars. Et je m'avais parlé avec eux autres, démoralisés. Ils venaient de perdre leur premier match aux Jeux olympiques. Puis ça fait longtemps qu'ils travaillaient pour ça. Puis moi, j'étais avec eux autres, puis positif comme toujours. Non, ça va bien aller et tout. Puis bon, c'était pas des mots creux, mais je voulais juste leur dire comment on croyait en eux. Puis les gars ont remonté la rivière à saumon, à jouer 2 matchs pendant que l'autre jouait un match. Ils jouent 2 matchs pendant que jouait un match, 2 matchs. Puis ils gagnent, puis ils gagnent, puis ils gagnent. Puis ils se retrouvent finalement à jouer la médaille de bronze contre eux autres, puis ils les battent. Puis la première médaille du Canada en volleyball qui est arrivée. Wow. C'était exceptionnel de voir ça. Guylaine Dumont, que j'ai pu voir, qui est la meilleure joueuse de tous les temps au volleyball au Canada, qui a gagné 11 fois le championnat canadien, avec 10 partenaires différents en volleyball de plage, puis une athlète qui a joué professionnel à l'intérieur. Quand je l'ai vue réaliser ça,
Puis je me souviens encore de cette fois-là où je la voyais jouer, puis je la connais depuis qu'elle a 14-15 ans. Je l'avais vu développer dans le sport scolaire ou étudiant. Et je me souviens d'avoir dit, Gabrielle, c'est le nom de sa fille, Gabrielle, ta maman a joué vraiment au volleyball. Puis cette jeune fille-là était très jeune à ce moment-là. Puis on m'avait dit que ça avait marqué effectivement la famille parce que j'avais vraiment spécifié le message. Alors ça me touchait beaucoup. Les derniers jeux avec le volleyball de plage, je ne peux pas passer à côté de nos Canadiennes. Oui, absolument. Il y avait la réputation, puis elles ont encore la réputation de Killing Smile, c'est-à-dire leur sourire qui tue. Elles sont charmantes, elles sont brillantes, elles sont un duo incroyable, elles se connaissent depuis qu'ils ont joué universitaire, tant Mélissa que Brandy. Brandy qui est extravagante, ben c'est pas extravagante, qui est incroyable, qui a l'air d'un mannequin sur place. Mélissa qui est une jeune femme super brillante, impliquée dans plein de causes sociales. Et de les voir dans la victoire ou dans la défaite, toujours avoir ce charme-là d'aller voir chaque fois les officiels mineurs, les juges de ligne, les jeunes qui ramassent les ballons, les arbitres, ils ont toujours le sourire dans la figure. Mais quand elles jouent, et ça, c'est ce que j'aime du volleyball. Ils ne donnent pas de coups de pied en dessous au filet, ils ne donnent pas de coups de poing à personne, mais ils vont jouer avec beaucoup d'intensité. Ouais. Exactement. Mais elles vont te tuer avec le sourire. Ouais. Elles vont tellement bien jouer que tu vas être mal pris. Puis cette altercation-là qu'elles ont eue avec les Brésiliennes à la grande finale, parce qu'il y a des gens, combien de fois je me suis fait poser la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était pas une bagarre, là. Mais on a vu que ça argumentait en dessous du filet parce qu'il y avait une Brésilienne qui se sentait insultée, avait eu l'impression que Brandy l'avait ri d'elle. Okay. Et parce qu'en volleyball, il y a une règle où si je peux faire un bon coup, tu es de l'autre côté du filet, ben, je ne peux pas commencer à te pointer ou à te narguer. Comme on voit dans beaucoup d'autres sports. C'est ça. Il faut que tu te retournes puis tu peux. Puis Brandy, elle avait des gens de sa parenté dans les gradins de l'autre côté. Puis elle a fait comme ça, en pointant vers ces gens-là. Puis la Brésilienne, on les connaît, on sent chaud elle aussi, eh ben, Anna Baptista n'a pas aimé ça. Okay. Alors, elle s'était retournée, puis là, il y avait une algarade entre les deux. Là, on se parlait, là, proche, puis Mélissa, puis il avait mis une belle chanson, là, douce, heureuse, effectivement, là, alors de John Lennon. Alors, tout ça pour dire que ça avait été une belle... écoute, il n'y a pas eu de chicane, puis après ça, elles se sont serrées dans leurs bras, quand ils ont fini et tout était oublié. Mais ça a été un moment qui démontrait l'intensité de ces femmes-là. Puis je reviens encore à ça, le smiling, le killing smile. C'est-à-dire qu'on est capable d'être intense, mais on peut être poli, respectueux, puis positif, puis être intense. L'un n'empêche pas l'autre. Puis parfois, je suis désolé, j'espère que je ne sais pas trop du monde, mais des fois, on a l'impression que l'intensité doit avec violence. Ouais. Coup de poing au hockey, les batailles, j'ai jamais été d'accord, puis je suis jamais d'accord avec ça. Je trouve que c'est pas vrai. Justement, qu'en série éliminatoire, il faut frapper plus fort, Ben, en tout cas, il faut peut-être un peu plus intense, du jeu physique. Quand tu regardes les championnats du monde ou les Olympiques, il n'y a pas probablement de bagarre au hockey. On joue au hockey. C'est interdit, d'ailleurs. Ben, c'est ça. On aime voir ça. Ben, la même chose dans ce cas-ci au volleyball. Tu peux être très intense au tennis. On va compétitionner de façon extrêmement intense l'un et l'autre. Mais on ne se sera pas tiré de roche, je n'aurais pas tiré sur ta manche, je n'aurais pas donné de coup de pied, je n'aurais pas donné de jambette. Puis si tu m'as battu, ben c'est parce que tu as été meilleur. C'est tout. Ouais. Alors ça me rassure beaucoup sur ma vision personnelle que le sport est un outil d'éducation. Il n'y a pas une fin en soi. Toute ma vie, j'ai travaillé pour le sport en milieu d'éducation, secondaire, collégial, universitaire. Ça a toujours été ma perception que c'est un moyen, c'est un outil fantastique pour éduquer les gens. C'est une micro-société, hein? Tu joues au volleyball ou au basketball, dans ce cas-ci, on va prendre le sport dont on parle, le volleyball, bien, on a des personnalités différentes. On a des rôles différents dans l'équipe, mais on a une mission commune ensemble. Ça, quand tu arrives après ça dans le milieu du travail ou en famille ou ailleurs, bien, tu apprends à doser et à juger que... C'est des leçons de vie Absolument. Qui se font à travers le sport, qui nous servent Absolument. à travers tout notre cheminement. Je te disais, j'entraîne des jeunes. En plus, j'ai le bonheur d'entraîner avec ma fille. OK. Puis on entraînait des jeunes garçons, là. Bien, eux autres aussi apprennent c'est quoi leur rôle dans l'équipe, puis c'est quoi le but de l'équipe, puis comment on doit progresser, puis qu'est-ce que je peux faire pour progresser dans la hiérarchie, parce qu'il y en a une. Même si je dis qu'il n'y en a pas, il y a un joueur qui est meilleur que les autres, puis il y a des descentes. Est-ce que ça veut dire qu'on dénigre les autres, mais pas du tout? Ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire, coach, pour m'améliorer? Bien, on est là pour ça. Alors ça cette leçon de vie-là, tout ça pour venir à cette anecdote, bien, ça m'avait beaucoup touché, puis je trouvais ça intéressant. Puis pour finir là, sur l'épisode des Olympiques,
comment ça se passe en tant qu'analyste quand vous êtes sur place, les éditions où vous êtes allé? Ouais. Est-ce que vous êtes mêlé aux athlètes? Est-ce que vous les côtoyez ou vous avez des sections à part? Comment ça se passe un peu là-bas? Je te dirais que le volleyball en salle, où les joueurs et joueuses sont des professionnels qui gagnent beaucoup d'argent, ils sont là, mais plus distants. Là. Tu sais, t'as on appelle séparation qui se dans fait le métier, on appelle ça le mix zone. Tu sais, quand ils sortent, on peut les questionner, puis etc., puis quand tu as des contacts. Dans le volleyball de plage, c'est plus de façon sympathique, des artistes. Hein, ils sont très, très, très ouverts. Ça, je peux aller parler avec eux autres, parler avec les Suédois ou parler avec les Norvégiens, comment c'était pour vous autres et tout. Puis ils vont répondre parce qu'ils sont très... je ne sais pas dire, très convivial, très beach bum, de façon sympathique, quand je dis ça. Alors ça, c'est intéressant. Ce que j'aimais beaucoup, comme je t'ai exprimé un peu plus tôt, c'est tous ces gens-là, parler avec l'organisateur, parler avec des officiels. Comment ça se passe pour vous autres? Ah oui, ça vient tel règlement dans le futur, j'apprends ça d'un officiel. Ah, il y a eu telle chose, je ne savais pas que ces deux-là étaient le cousin l'un de l'autre. Ah bon. Donc, j'apprends toutes sortes d'histoires quand on est sur place qui me nourrissent énormément. Tu sais, comme par exemple, récemment, j'ai fait la web diffusion comme analyste des championnats canadiens. J'étais au Manitoba, on fait la web diffusion pour les jeux universitaires, les championnats universitaires, gars et filles. Ben, de U-Sports? Oui, de U-Sport. Okay. J'ai fait tant les gars que les filles, puis un à Winnipeg, puis l'autre à Brandon. Puis à ce moment-là, ben, j'étais assis à côté d'une jeune femme que je connais depuis longtemps, mais qui est arbitre international, puis qui m'explique que, tu sais, Gilles, dans 2 mois, là, le règlement sur la touche va changer. Ah ouais, ben moi, j'en profite pour ramener ça dans le reportage ou des informations, puis là, j'informe les gens. Ah oui, et ça, je trouve ça, je me sens l'obligation, de façon positive, d'être à jour puis de donner cette information-là aux gens. Ouais. Alors là, les amateurs de volleyball me disent, c'est pas ça, les gens me murmurent, c'est vrai ça, Gilles, il n'y aura plus de double touche en deuxième. Ben non, effectivement. Puis, donc ça, j'aime ça. Je me sens, encore une fois, de belle façon, la responsabilité d'aider les gens. De redonner. De redonner, puis que les gens le saisissent un peu mieux, puis, excusez, de permettre à ceux qui ne connaissent pas ça, je veux les accrocher. Puis ceux qui connaissent ça, je veux les nourrir. Disons que mes meilleurs téléspectateurs sont là, eux autres, ils connaissent tout, ils en connaissent autant que moi, sinon plus des fois, puis les autres sont débutants. J'essaie de me situer à peu près ici, c'est-à-dire j'essaie d'amener ceux qui sont en bas, qui n'ont jamais vu, à un certain niveau, puis eux autres, les satisfaire, mais je ne commencerai pas à parler de tous vos termes techniques parce qu'on ne va pas se comprendre, comme n'importe quel domaine dans la vie. Si un ingénieur commence à parler avec un autre ingénieur puis que personne ne comprend, c'est pas agréable. Alors j'essaie toujours de situer à peu près dans ce niveau-là, pour amener les gens à rapidement adhérer, à comprendre ce que c'est que le sport, puis que les maniaques en aient un peu quand même pour leur argent, puis ils pourront communiquer avec moi avant personne s'ils veulent avoir plus de détails. Exactement. Mais j'essaie donc de satisfaire ces gens-là, mais ma mission première est que les gens qui ne connaissent pas, les profanes, qui le voient une fois, comme tu le disais tout à l'heure, la première fois, ils voient ça aux Jeux olympiques, je veux qu'eux autres accrochent puis qu'ils comprennent le sport. Puis je pense que c'est justement une façon aussi d'attirer des gens vers le sport. Là. Ah oui. Ben oui, puis tant mieux c'est le volleyball, mais ça peut être n'importe quel sport, mais qu'ils soient actifs. C'est ce que je souhaite aux gens. Ouais. Quelqu'un me posait la question récemment, Gilles, c'est quoi ta définition d'être en santé? Ben moi, c'est plus qu'être en santé, c'est être en forme. La santé, on appelle ça souvent dans le discours, parce que, comme tu as dit, j'étais porte-parole des saines habitudes de vie. Dans le discours de la santé publique, c'est absence de maladie. Non. Moi, la vraie santé, c'est être en forme aussi. D'être dans une forme intéressante. Pas devenir un super athlète. Mais ça, d'après moi, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ne pas être malade. Je peux être assis sur mon sofa en train de regarder Netflix, puis je ne suis pas malade. Est-ce que je suis vraiment en santé? Non. Est-ce que je peux être en bonne forme, au moins, être capable de jouer avec mes petits-enfants, avec mon enfant, avec mon cousin, avec ma cousine, faire de quoi, au moins? De faire des tournois de volleyball. De faire des tournois de volleyball à 70 ans, mais faire de quoi? D'être capable, dans nos capacités. Les gens ont souvent des limites, avec raison, je comprends ça. Mais est-ce que je suis à un bon niveau de ce que je peux être? Ouais. Ça, je pense qu'on doit ça à notre corps. Je pense que c'est le temps là, que ça nous amène à un sujet dont je voulais vous parler. Vous êtes le fondateur de Facto, que je pense tous les jeunes qui ont été au secondaire ici au Québec ont déjà entendu le nom de Facto de par ses événements, de par sa mission. Puis, est-ce que vous voulez me parler de comment ça a commencé, tout ça, de Facto? Oui, c'est une belle histoire. Intense, par exemple, mais une belle histoire. Alors, j'étais directeur général du sport étudiant à RCQ, la région de Québec, je te dirais Appalaches. On m'a retrouvé parce que, bon, je faisais la promotion de bien des choses, dont les salles d'alimentation, puis les jeunes, puis le sport comme outil d'éducation, ça allait ensemble. Puis, quelque part, je vendais la santé, puis j'avais l'impression, parce qu'on vient juste, toi et moi, discuter auparavant,
que plus on bouge, bien, on est en meilleure santé. À un moment donné, le coordonnateur des saines habitudes de vie vient me voir, puis il est responsable de la lutte au tabagisme. Il fait, Gilles, c'est beau ce que tu vois ça, là, ce que tu fais. Là. Bon, tu parles un peu d'alimentation, tu parles beaucoup d'activité physique, puis l'éducateur physique en moi, il compte énormément. Mais il dit, il y a une facette que tu t'occupes pas présentement, puis c'est le tabac. Mais moi, je fume pas. Mais oui, mais le tabac, là, présentement, au moment où on en parlait, le taux de tabagisme était très élevé. Là. Oui, parce que là, on recule à une autre époque. Ah, ouais, dans les années 2000, là, puis le taux était très élevé. Tant et si bien qu'on parlait, ça commençait à flirter avec du 25-28 chez les jeunes. OK. C'est plus qu'un sur quatre, là. Ouais, c'est ça. Alors, ça devenait vraiment une épidémie. Puis, il m'a donné un livre qui s'appelait La guerre du tabac. Ben, j'ai commencé à lire ça, c'était comme un roman, mais quand même, là, c'est un cartel qui vend un produit qui sait qu'il tue le monde, Mhm. puis qui le font en toute légalité, puis qu'ils disent eux-mêmes ils ressortaient des vieux mémos de ces entreprises-là qui disaient c'est pas du tabac qu'on vend, c'est de la nicotine. OK. Tu sais que la cigarette est le même produit. On n'a même pas besoin de changer l'emballage toutes ces années-là. C'est le même emballage. Puis j'ai vu ma soeur mourir du tabac, puis j'ai vu d'autres personnes très malades. Puis je me suis dit, OK, on va essayer de faire de quoi si on peut travailler sur les jeunes. Maintenant, travailler, est-ce qu'on y va de façon très traditionnelle? Puis lui, il m'expliquait, puis tous les livres, les excuses, tous les recherches le disaient, si on ne travaille pas sur les plus jeunes, à partir de 15-16 ans, c'est trop tard. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans leurs mauvaises habitudes. Il faut essayer de sauver la prochaine génération. C'est bête à dire, mais c'était ça. Ouais. Et là, on s'est mis à analyser ce qui se passait un peu dans le monde. Puis on a trouvé deux choses intéressantes. La première qui était fort intéressante, c'était les gens de la Floride qui ont lancé un projet qui s'appelait Truth. Eux autres disaient la vérité, mais la vérité sur les compagnies de tabac qui manipulaient les fumeurs, qui nous manipulaient nous autres pour qu'on achète plus, parce qu'à partir de la 10e cigarette, ton eau de nicotine est tellement élevé que tu ne peux plus t'en passer, tu es rendu OK. accroché. Puis 15 de la population accroche sur quelque chose. Alors, la dépendance, ils veulent créer la dépendance, tu es prêt à payer le prix qu'il faut. Donc, eux parlaient des compagnies de tabac, de ce qu'ils font, et tout c'est la vérité. Mais moi, le lien avec le sport. Et à un moment donné, je tombe sur un article et des informations en Australie. L'équipe nationale de basketball de l'Australie portait un logo de promotion d'une campagne de cessation. Donc, OK, arrêtez de fumer. contre Contre le la tabac, OK. mais arrêtez de fumer. Mais la cessation, c'est pas... Moi, je veux pas qu'ils commencent à fumer, les jeunes. Alors, donc, on a pris OK, je le comprends Truth de la- la Floride, donc qui dit la vérité sur combien de tabac, puis on va utiliser le sport comme moyen pour faire la promotion de ça. Donc, c'est le même qu'on l'a combiné. Au début, on l'appelait vrai. On disait la vérité vraie. Puis là, le ministère de la Santé, quand j'ai rencontré le ministre, puis j'étais bien impliqué comme porte-parole de la lutte au tabac aussi, parce que je suis porte-parole des saines habitudes de vie, mais la lutte au tabac. Je me suis retrouvé à des trucs sénatoriales et tout. Il fallait donner notre avis et tout. Mais donc, il m'a connu. Il a même eu une boire à Québec. J'ai expliqué le projet. Mais il dit, si tu me trouves un nom français-anglais, il dit, moi, je suis prêt à t'aider. Alors, OK. Alors, on a pensé à ça, on a fait des recherches, on a parti des groupes avec une firme de communication incroyable, Paul Blot, qui était à ce moment-là, là-dessus. Puis, ils ont fait des recherches, des focus groups, comme on appelle, et ils ont sorti des noms qui disaient les faits, etc., puis l'expression qui était peu connue à ce moment-là, mais de facto, qui veut dire de fait, qui est en latin, anglais, français, n'importe où. Puis, c'est un jeune, peut-être 14 ans, jeune homme, il est dans le groupe là-dessus. Il dit, moi, je sais pas ce que ça veut dire de facto, mais je porterai le T-shirt. Là, on a trouvé. Ben non. Parce qu'on voulait que les jeunes le portent. OK. Donc, on a parti cette campagne-là, puis on nous a donné de l'argent pour faire des promotions, donc des vidéos promotionnelles. Pour Ça s'est retrouvé mais Partout. au Québec. Ah! Là, je pense qu'il n'y a pas un jeune qui va entendre ça, mettons, de ma génération, Ouais. les plus jeunes, tout ça. Tu sais, tout le monde a vu Ouais. ce logo-là quelque part dans leur vie. Là, mais donc, mon idée était, puis un vendredi soir, 5h30, j'étais encore à mon bureau, puis vient mon collègue Daniel Veilleux, avec qui on a travaillé les deux très intensément pour mettre ça en place. Il était le gars des communications, mais il est devenu Monsieur Tabac par-dessus la tête, lui aussi. Alors, je suis avec Daniel, puis je dis, non, moi, je pense qu'on n'a pas le choix, là. Moi, je veux que les écoles soient dedans, puis dans la demande de subvention, j'aurai le culot de mettre que je veux. On calculait le nombre de jeunes qui font du sport dans les écoles. Je mets 10 000 T-shirts que je veux qu'on achète. On va donner le T-shirt avec des factos dans le dos, puis en avant, les écoles vont faire mettre leur logo, puis ils vont être fiers de porter le chandail. Puis les jeunes qui font du sport, la plupart ne fument pas, ou ils n'ont pas Ouais. envie de fumer. Mhm. Ils vont devenir mes ambassadeurs dans l'école. Puis là, en plus, je vais aller voir le Rouge et Or football. Je n'étais pas au sein du Rouge et Or à ce moment-là.
Puis moi, j'avais eu l'idée de mettre un collant sur le casque. Maintenant, ils le font standard, mais j'avais jamais presque à la télé. Souvent, le gars vient faire le toucher, puis on voit en arrière, puis on va mettre des factos, puis on va payer le Rouge et Or pour qu'il fasse la promotion là aussi. Puis les adeptes, les athlètes du Rouge et Or ont embarqué dans le temps aussi, puis on fait la promotion. Fait que ça a comme Ça a commencé expansionné comme de ça. façon Incroyable. simple au final. Ah ouais, puis l'anecdote là-dedans, on avait fait 2 messages. Un, c'était un conseil d'administration de compagnie de tabac, pseudo, qui parlait comment y aller chercher les jeunes, ça va être facile, puis etc. Puis la réalité, quoi. Ouais. Puis donc, tu vois l'essence de facto, là. On accusait les gens de compagnie de tabac. On a mis des comédiens autour d'une C'est table. parti en guerre un peu. Ah oui. Oui. D'ailleurs, j'en ai eu des nouvelles après. Et l'autre qu'on avait, c'est une arme de destruction massive. OK. Alors, on partait avec comment certains pays avaient gazé des peuples. Les Kurdes avaient été gazés avec les 5000. Puis là, on avait un compteur. Là, le compteur mettait, regardez, gazé des populations, 5000. La bombe d'Hiroshima, 60 000. Après ça, puis on avait aussi l'avion qui rentrait dans les tours. Trade Center, ouais. On était en 2002-2003, là. fait Les que ça- tours, c'était encore frais, là. Puis là, les avions qui rentrent dans les tours, 2800. Puis là, ça tournait. Puis à un moment donné, là, on mettait le tabac. Puis là, le compteur s'emballait. 5 millions par année que ça tue, comme ça. Alors, on était bien contents. Ça avait du punch, cette affaire-là. Mhm. Mais là, j'ai reçu un téléphone de la ministre du responsable la directrice des communications du ministère de la Santé. Puis là, tout était parti, conférence de presse, ça allait partir dans les prochains jours et tout et tout. Puis elle me dit, Monsieur Lépine, les gens de la relation internationale disent qu'il ne faut pas mettre quelque chose avec les 2 tours. Les Américains sont encore trop sensibles là-dessus. Ouais, Puis je dis, Madame, tout est monté, c'est prêt. Non, elle dit, vous l'enlevez. Je dis, Madame, ça va me coûter une fortune. Combien ça va vous coûter? Mais ça va me coûter 50 000 $ pour l'enlever, Madame. On vous donne une subvention spéciale, 50 000 $. Enlevez ce message-là. OK. Alors, on a tout enlevé partout, etc. Il ne restait que le message du conseil d'administration. Et là, ben, je me retrouve à des entrevues à gauche, à droite et tout. Puis, à un moment donné, j'étais en entrevue à TVA. Et puis, c'est live. Puis, le gars, il fait oui. Puis, on avait donné le disque, un CD, avec l'information dessus, le PowerPoint, de ce qui explique, le vidéo. Puis, le type, il dit hey, c'est pas M. Lépine, puis il montre la vidéo, puis etc. Mais il dit nous, en fouillant sur le CD, Ils ont vu. on a trouvé qu'il y avait une autre vidéo qui n'était pas démontrée dans votre présentation PowerPoint. Là, il me voyait bien le blanc, la face en train de l'aimer. Puis il projette les vidéos. Oh mon Dieu, en direct. Avec à celui TV. avec les 2 tours et tout, etc. Puis là, je me disais, ouais, je pense que la directrice de communication pour Vous en avez entendu parler, probablement? Oui, on a entendu un peu parler, mais j'ai expliqué que c'était bien involontaire. Mais ça fait un punch incroyable. Puis là, ben, ça s'est répandu parce qu'il y en a qui l'ont enregistré. Tant et si bien qu'on m'a même invité à Rome pour aller donner une présentation sur cette fameuse vidéo-là et tout. Ben voyons donc. Ah oui, c'est fou, là. Alors, et là, donc, ça a parti cette campagne-là. Les gilets, les promotions, je dirais les messages 30 secondes très punchés, les 2 qui viennent de te parler. Et tant et si bien qu'ils n'ont pas aimé ça avec le tabac. Parce qu'on pointait même sur le site web de De facto qu'il y en a qui gagnaient 1 demi-million par année pour tuer du monde. Ouais. C'est vrai, là. Tu vends un produit qui tue. Même si tu fais des détours, tu essaies de faire semblant, tu vends un produit qui rend les gens addictifs, qui est des gens dépendants, puis qui finit par tuer ta clientèle. Soyons honnêtes. 1 sur 2 va mourir directement du tabac, mais sinon, ils vont mourir des causes qui vont autour. Alors, je suis la seule personne au Canada qui a reçu ça. Mais c'était intense. Je suis dans mon bureau tranquille, puis ça cogne à ma porte avec un monsieur avec une belle cravate, là. Puis je dis, Monsieur Lépine, oui, vous? Bang! Il m'envoie une lettre d'intention. Alors, de la part d'un président de compagnie, mise en demeure d'un industrie du tabac. Puis il y avait 3 grosses compagnies, là. 2 jours plus tard, bang! Bang! Mise en demeure. 3 mises en demeure des grands patrons. De grosses compagnies. Des grosses compagnies de tabac qui sont multimilliardaires, qui attaquaient l'Association régionale du sport étudiant, dont je suis le directeur général, et notre campagne De facto, parce qu'on avait mis le nom de leur CEO, de leur directeur général dedans, avec leur salaire. Okay. Alors là, c'était des mises en demeure. Et là, moi, c'est beau, là, on faisait face à un vent de face. Là, on nous critiquait, on nous disait qu'on était les ayatollahs, qu'on allait faire mourir la Formule 1, parce que dans ce temps-là, c'était commandité par les contraintes. Le festival d'été, c'était le festival d'été Players. Okay. Il y avait le tournoi de tennis, il y avait le ski alpin. Toutes les compagnies de tabac étaient là. Puis là, les gens nous attaquaient. Ils disaient, Gilles, tu es un gars de sport, tu vas contre le sport. Ça va pas ensemble. Mais c'est ça, c'est quand même étrange qu'à l'époque, les événements sportifs s'associaient à quelque chose qui est nocif pour la santé, mais ben oui. peut-être que c'était moins de... Mais c'était tellement brillant de leur part. Leur technique de marketing, c'était on va te faire quelque chose de risqué, comme la course automobile. Un peu ce que Red Bull fait maintenant. On fait quelque chose qui est un peu plus challengeant,
Puis fumer, ben, c'est un défi. Tu sais, oui, c'est dangereux pour la santé, mais tu fumes, t'es un vrai, là, tu sais. OK. Tu passais pour un king ou une queen parce que tu fumais. Alors, eux autres, ils mettaient beaucoup d'argent là. Hey, pas besoin de réinventer le produit pour besoin de réinventer les machines. Tout est le même produit depuis, c'est pas combien de dizaines d'années qu'ils étaient là. Puis ils pouvaient le vendre en vente libre. Puis tout le monde en distribuait. Puis le consommateur est prêt à payer le prix que tu veux parce qu'il en a besoin. À tous les 55 minutes, il fallait que tu aies ta cigarette. Il faut que tu aies ta dose de nicotine, sinon ça va pas. Alors, nous autres, le produit était fantastique pour ça. Puis chez les jeunes, plus on accroche jeunes, plus on accroche les jeunes un peu plus, pas délinquants, mais qui aiment le défi. Alors, bref, tu vois, ça a été après ça, j'ai été une de mes journées les plus folles de ma vie parce que j'étais en réunion à Trois-Rivières, puis il y avait une grosse conférence de presse de tous les organismes de lutte au tabac qui ont fait ça à Québec. Puis là, les caméras étaient là, puis moi, j'étais en réunion avec les autres directeurs de sport étudiants, puis ça rentrait dans la réunion sans demander la permission. Le TVA, Radio-Canada, les autres. Puis là, ils venaient de mettre la caméra dans la figure, etc. Je t'avoue qu'à ce moment-là, ma femme m'avait dit, Gilles, ça commence à être intense. Là. On a des enfants, c'est un cartel, cette gang-là. Alors là, je commençais à trouver que ça faisait beaucoup, là, effectivement. Mais ça a été extrêmement intense. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris beaucoup sur ce cartel. Et j'ai pas beaucoup de respect pour eux autres, effectivement. Puis comme je te dis, j'ai même été à ma sœur qui était à ses dernières heures. Elle m'a demandé, Gilles, peux-tu aller me chercher des cigarettes? Elle était à l'hôpital. Elle est en train de mourir. Puis j'ai dit, pourquoi je vais le faire? Je suis allé chercher une cigarette, puis j'ai pas pu m'empêcher d'y dire, ces maudites compagnies-là, ils viendront pas te porter des fleurs, tu comprends? Ouais. Ils viennent de tuer une autre cliente, mais ils s'en foutent. Alors tout ça venait me chercher au trip, puis je voulais pas qu'effectivement les jeunes. Puis j'ose croire, dans ma naïveté, que ce que j'ai fait avec d'autres personnes, tout le monde ensemble, qu'on a peut-être amélioré la vie de bien du monde. C'est juste ce que je me souhaite. Au lieu de la détrimenter. Exactement, de faire ce qu'ils ont pu faire. Alors, on a l'autre exemple, après ça, je peux en parler des heures, bien sûr, tu t'en doutes. Comme j'étais responsable, porte-parole et leader du groupe pour la lutte au tabac et les saines habitudes de vie, on n'a pas un gros budget. Puis là, je convainc les gens qu'il faudrait peut-être faire un sondage avec Léger. Puis ça coûtait à ce moment-là 1000 $ de la question. Puis on fait faire les 2 questions. Mais je dis, moi, j'en ai une question. C'est sérieux, là, c'est de l'argent, on peut faire d'autres choses avec ça, etc. Non, on va faire poser la question. Seriez-vous d'accord à ne qu'il n'y ait pas de fumée dans les bars et restaurants? Parce que moi, quand on prenait l'avion, là, à partir du siège 43, là, c'était sans fumeur. Section fumeur dans les avions? Ben oui, à l'école. Dans un restaurant aussi, c'est comme s'il y avait supposément une ligne imaginaire qui fait que toi, à la table à côté, tu fumes, puis moi, je suis en train de manger, puis la fumée s'en vient pas dans ma figure. Alors, c'était un non-sens. Et là, je fais le sondage, mais on savait qu'il y avait 25 % de fumeurs, mais 75 % de non-fumeurs. Mais le sondage se faisait auprès de qui? Dans la grande région de Québec, OK. auprès de... faut aller chercher quelque chose comme 547 personnes pour un sondage, selon la science des sondages. Donc, c'est ça, un recensement. À plus ou moins 2 % ou peu importe. Ouais. Alors, les G Marketing ont pris la question, l'ont posé. Puis là, ben, j'ai pris ça, je l'ai envoyé dans les journaux. Le lendemain, première page du Journal de Québec. 75 % des gens seraient d'accord parce qu'on ne fume plus dans les bars. Le maire de Québec m'a appelé tout de suite. Ça a déboulé vite. Ben oui, puis le maire de Québec m'a appelé tout de suite en disant je veux vous voir, etc. Puis là, les tenanciers ou les responsables de bar ont comme réalisé, les premiers ont commencé, Second Cup Café et d'autres ont commencé à dire hey, moi là, ça rentre de la boucan. Il y a des gens qui viennent pas. Moi, j'allais plus dans les bars parce que ton linge sentait, c'était dégueulasse. Et il y en avait de la fumée partout. Et ça brûlait les meubles, le plancher, tu retrouvais, tu sais, ça brisait le matériel, les rideaux au centre, il fallait que tu les nettoies et tout et tout. Donc, les gens qui géraient des restaurants disaient, moi, je pourrais peut-être commencer à offrir ça. Puis il y a des restaurants qui commençaient à le dire, malgré la loi, que moi, j'offre, c'est un environnement sans fumée. Et là, ça a fait boule de neige à bien des endroits. Et j'étais vraiment content de ça. Puis maintenant, bien, mes enfants sont sortis des bars, puis ils n'ont jamais connu ça, eux autres. Bien, c'est ce que j'allais vous dire, c'est fou d'écouter ça, puis de me dire, moi, j'ai 26 ans, j'ai jamais vécu ça, mais c'est fou de se dire que vous êtes un acteur principal qui a fait en sorte, qui a permis que notre génération, on n'est pas à subir ça, en quelque sorte. Hey, tu prenais ton linge, là, puis tu l'accrochais à la sortie du bar, parce que si tu le mettais dans ton garde-robe avec, mettons, ta chemise ou ton gilet qui sentait la fumée, ça imprégnait tout le reste. Tout ton linge, tes cheveux. Les gens prenaient une douche en revenant des bars parce que ça sentait. Mais c'était normal. Alors nous, c'était notre mot type, c'était la dénormalisation du tabac. C'est ce qu'on a voulu dénormaliser. Je manque encore d'énergie pour m'attaquer aux boissons énergisantes chez les jeunes, mais ce sera un combat pour quelqu'un d'autre. Bien ça
c'est pas si mal. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies dérivées, comme par exemple Gourou, je pense, au Québec, qui Ouais. produisent avec des produits plus naturels, qui font en sorte d'éliminer un J'irai peu, pas trop de loin. dévier. Ouais, ben, Je n'irai pas trop loin, mais quand un papa amène une caisse de 12 de Red Bull ou de 24 de Red Bull dans la chambre entre deux périodes de hockey à des jeunes pee-wee, moi j'ai un problème. ouais, ça c'est sûr. C'est acceptable, tu comprends? Puis ça, ben, c'est là. Puis c'est en vente libre. Alors, c'est là. Mais il y a des gens qui ont transformé leurs produits, je te le donne tout à fait, mais que ces produits-là ne soient pas plus encadrés, on en parlera avec l'Institut de cardiologie ici, là, j'ai un très, très bon ami cardiaque. Là. Ok. Il y a des gens qui vont être et Red Bull toute la soirée, là, puis ça pète aux frais. Ouais. Oui. Puis par rapport à justement avec la campagne de Facto, vous en êtes où par rapport à ça? Est-ce que vous vous impliquez en Non, on a vraiment largué les amarres parce que donc c'était parti d'ici, c'est devenu une campagne provinciale et maintenant c'est le réseau provincial, la RSEQ, qui en a pris possession. Il était Ok. vraiment content, il était vraiment heureux. On m'avait demandé plusieurs années, pourrais-tu nous aider dans le marketing? On voudrait vendre des... Ben, j'ai dit, moi j'aimerais mieux travailler dans ce qu'ils aiment. Plutôt qu'aller voir M. Chevrolet, j'aime mieux travailler dans quelque chose comme la saine alimentation, Ouais. etc. Puis c'est de même que les autres ont pris maintenant, puis c'est rendu, la subvention était d'1 million par année pour s'en occuper. Alors ça C'est permettait mal, que, c'est quand même pas pire, je pense que c'était pas mal. Ça, c'est dans mes bons coups, effectivement. Le tabac, le mini volleyball que j'ai inventé. Puis l'autre, ben, c'est mes cartes de gym. Ça, c'est mes trois gros effets. Les petites cartes que tu as eues quand tu étais à l'école primaire, peut-être tu as vu ça passer. Ouais. Alors, tu avais le jeune. Alors, moi, j'étais encore là, porte-parole des saines habitudes de vie. Puis, on avait inventé le petit personnage que j'ai appelé Jim. Ça Ouais. de ma vieille blague quand j'étais joueur de Rouge et Or. On allait aux États-Unis, puis je demandais Where's Jim? Gymnasium. Gymnase en anglais. Alors, on a gardé Jim. Puis après ça, il fallait créer ma fille, ainsi qu'on crée la fille. On l'appelait Mig. Et donc, il m'est arrivé que je regardais les jeunes à l'école primaire, puis mon fils et tout. Puis les jeunes étaient taxés pour des cartes Pokémon. Mais dans ma tête, je me disais, des petits morceaux de carton. Puis les jeunes se chicanent, puis d'autres doivent donner leur sandwich pour avoir la carte de l'autre qu'ils veulent avoir, ou etc. Là, je comprends pas. Ça m'impressionne incroyable. Puis là, ben, je dis à mon fils, tu vas m'expliquer ça, hein? On s'est assis à terre, il avait 11 ans, là, puis il va m'expliquer Pokémon. Pendant 1 heure, il m'expliquait. J'ai rien compris. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des forces là-dedans. Puis là, ben, je me suis mis dans la tête, moi, tabac, alimentation, activité physique. Puis on pourrait mettre des forces. Puis j'ai des petits personnages de gym qui font du basket, du volley, peu importe le sport. Puis on va mettre des petits personnages de gym sur la carte, on va mettre des forces. Ouais. Puis on va faire un poster, c'est du carton dans le fond, puis on va mettre toutes les cartes là-dessus. Puis il y a comme 42 cartes, peu importe. Puis là, ben, on pourra faire couper les cartes, puis on mettra le poster. Puis là, je me disais, bon, je voudrais que les jeunes en aient assez, mais tu sais, j'avais pas une fortune. Je me disais, 4 cartes par jeune, on a 60 000 jeunes au niveau primaire, ça fait 240 000 cartes. On va imprimer 250 000 cartes. Bon, regarde, c'est bizarre encore. Alors, puis on donnait ça aux éducateurs physiques, tout préparé en paquet de cartes. Ouais, nous, on recevait ça pendant C'est exact. nos- Et donc, moi, l'éducateur physique de formation, l'éducateur physique devenait le pusher de la carte. Les aux jeunes, puis ils disaient, Gilles, c'est fantastique, au mois de mai, juin, puis on avait le mois d'éducation physique, c'est là qu'on leur donnait. Puis là, ils disaient aux jeunes, si tu ne ramasses pas tes ballons, moi, celui qui me ramasse tes ballons, je donne une carte, etc. J'ai une maman qui est venue me voir, une proche en plus, qui m'avait dit, son fils était autiste. Elle dit, Gilles, tu viens de me donner 42 belles journées d'été. Alors, ça s'est répandu. Ils en font 1 million maintenant, et ça va partout. Un des plus beaux Ça messages. se fait encore, ça. Je pense que ça existe encore, ce que j'ai Ok. compris, là, ça existe encore. Ah, ben, Puis c'est quand bon. j'avais laissé le gym régional, puis je l'avais laissé au plan provincial, je me souviens du directeur du marketing qui est venu me voir. Ah, Gilles, c'est rendu gros ton affaire, puis il était pas content parce que j'avais passé par-dessus lui. Puis il dit, bon, puis il y a d'autres régions qui veulent avoir ton gym, on va leur donner. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit, j'ai une demande. Je dis, moi, je veux garder les cartes. Ah, garde tes cartes, c'est pas grave, ça, c'est le... Puis là, maintenant, c'est rendu la folie. Il y a un monsieur qui était venu me voir, 2 anecdotes. Une madame qui était venue me voir, puis elle me disant, où est-ce que je suis allé voir toutes les caisses populaires. Desjardins était commanditaire. Je suis allé frapper à plein de caisses populaires pour savoir comment avoir les cartes. J'ai finalement trouvé votre endroit. Là. C'est vous qui faites ça? Oui, c'est nous autres ici. Puis elle dit là, ça fait 3 jours que c'est l'enfer chez nous. Là. J'ai lavé les pantalons de mon jeune, puis il avait oublié ses cartes dans son pantalon, là, puis ils sont ruinés ses cartes. Là. Puis là, je crois absolument. La madame Fait était que là, il désespérée. voulait absolument avoir des cartes. Absolument. L'autre monsieur qui cogne à ma porte. Je ne sais pas quelle religion il était. Bien gentil, puis on roule, puis bonjour monsieur, tata. Il dit, écoutez, moi j'ai mon fils de 11 ans, là. Puis dans ma religion, là, à 11 ans, ils demandent ce qu'ils veulent, le cadeau qu'ils veulent, OK? On leur donne le plus beau cadeau du monde, ils vont l'avoir, c'est le même dans notre religion.
Puis là, mon fils, pour 11 ans, là, il veut un paquet complet. Puis il n'y en a pas de paquet complet à l'école parce que ben, monsieur, là, votre paquet. Il était heureux. Alors, ça a été fantastique pour moi. Puis toutes ces minutes-là qui ont été précieuses pour les enseignants, tous les jeunes qui ont été motivés à collectionner ça, ben, ça me faisait plaisir de voir ça. C'est probablement là, mes 3 plus gros coups. De facto, l'invention du mini-volleyball, puis les cartes de gym, c'est des places où je me fais, ouais, celle-là, je peux faire une étente là, sur mon mur. Je me dis, je suis content d'avoir fait ceux-là. Vous sentez, vous avez la perception d'avoir accompli tout ce que vous vouliez accomplir Oui. à titre d'ambassadeur, porte-parole, tous les titres différents là, que vous avez occupés? J'ai eu du plaisir à le faire. Je me sentais, comme on parlait tantôt des événements, Ouais. ce que j'aime, c'est l'aspect entrepreneurial. Ben, il y a une expression qui existe qui dit intrapreneurial. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'un organisme, que ce soit l'Université Laval ou le sport étudiant ou peu importe, d'entreprendre quelque chose, de le relever un défi, d'avoir un aboutissement, ben moi, ça me craint, puis je sais que ça en craint d'autres mondes. Je regarde ma fille, qui a un ADN qui, des fois, se rapproche, elle aime des projets aussi. Puis elle est enseignante, elle aime partir des projets. Je regarde mon fils qui... Puis c'est partout pareil, partout. Regarde, t'en es un, toi, là. Ouais. Tu viens de partir un projet, tu le mets en place, tu dois le calculer, tu vas faire ton budget, tu vas trouver des sujets. Ben c'est stimulant. Puis ça nous garde. Puis je souhaite aux gens de l'avoir au moins comme hobby, un projet qu'ils veulent faire, personnel, pour d'autres, pas n'importe quoi. Mais je leur souhaite, moi, j'ai du plaisir à faire ça. Puis c'est ce que j'essaie de faire dans mon cours d'organisation d'événements sportifs, que les gens trouvent le plaisir à mettre en place quelque chose. Avec ce que ça veut dire. Des fois, on est dans le brouillard, on ne sait pas si ça va marcher. Ouais. On avance. Mais il faut essayer. Oui, Il faut essayer. exactement. Monsieur Lépine, merci infiniment pour votre temps. C'était très enrichissant de pouvoir échanger avec vous, de vous écouter surtout. Vous êtes un homme rempli d'anecdotes qui semblait très intelligent d'ailleurs. Ça doit être mon âge. C'est votre âge, c'est ça? C'est comme le vin, ça améliore en vieillissant, c'est ça qu'on dit. Ben, un gros merci, Monsieur Lépine. Puis écoute, je ne peux pas faire autrement que vous féliciter. Je vois encore tes collègues qu'on ne voit pas, qui sont derrière la caméra, et toi, Ouais. pour le travail que vous faites. C'est bon parce que vous parlez de messages qui parfois passent trop rapidement. C'est pas un petit clip de 15 secondes qu'on a le temps de faire Non, ça. exact, c'est ça que Puis on beaucoup peut, de gens faire. consomment désormais. Ouais. Donc, de pouvoir creuser à travers des gens qui ont beaucoup d'histoires à raconter, des trucs intéressants à dire, c'est ça, moi, c'est un peu ce que je veux dégager à travers mon podcast, là, comme vous avez dit que je lance. Donc, justement, s'il y a des gens pour qui le contenu résonne, que vous êtes intéressé, que vous connaissez des gens, ben n'hésitez pas à m'écrire, puis à rentrer en contact avec moi, puis ça me fera plaisir de vous discuter. Ben, je te félicite encore une fois. Merci beaucoup, M. Lépine. Bravo. On se reverra bientôt à la VNL. Merci, la gang.